Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue en tant que coordonnatrice scientifique du RECEF à son colloque annuel intitulé Résiste, décolonisation, territoire et femmes. Nous nous trouvons aujourd'hui à Tiohtià:ke, sur le territoire non cédé des Kanien'kehá:ka et territoire traditionnel des Algonquins et de passage, rassemblement et d'échange de plusieurs autres nations autochtones. Il est essentiel de reconnaître les conséquences des pratiques coloniales, les violences engendrées et toujours en cours, et la dépossession territoriale qu'elles ont causée. Pour cette même raison, il est tout aussi important que nous abordions dans le cadre de ce colloque les luttes territoriales et environnementales des peuples autochtones, les luttes de défense pour construire la paix en Colombie, ainsi que les pratiques de résistance des femmes autochtones, afro-brésiliennes, camerounaises, nord-africaines et haïtiennes dans une visée de décolonisation. Pour les personnes qui ne connaissent pas le RECEF, c'est un regroupement de chercheurs qui comprend des professeurs, des étudiantes et des collaboratrices des milieux de pratique communautaires et institutionnels. Le RECEF est également le plus grand réseau universitaire féministe de la francophonie. Et le RECEF vise également le renouvellement de la pensée féministe à travers la création d'opportunités comme aujourd'hui, celle d'entrer en dialogue. Avant de céder la parole à mes collègues Anne-Julie et Camsard, je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes, nos conférencières qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, ainsi que les animatrices. Merci de tout cœur de la part du RECEF. Je vous souhaite un très beau colloque. Merci beaucoup, Véronica. Nous tenons à vous transmettre quelques informations. Tout d'abord, nous remercions Michel Chabot et Michel Dion, les interprètes de la ligne des signes LSQ du CIVET, qui se trouve juste à votre gauche, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci également à Emilia Blais-Daoudi, qui assure la traduction de l'espagnol vers le français pour le premier panel. Merci également à l'équipe technique du SAV ainsi qu'à la photographe Tusa de nous permettre de garder en mémoire cet événement. Si vous ne voulez pas figurer sur les photos ou vidéos, vous pouvez demander un petit collant qui se trouve à la table d'accueil à l'extérieur et le mettre sur votre chandail afin qu'il soit bien visible. Bonjour, donc nous poursuivons avec les détails techniques. Vous pourrez trouver l'horaire de la journée en version imprimée ainsi que le code QR lisible à l'aide de votre téléphone à la table d'accueil. Pour chaque panel, une période de 30 minutes est prévue pour les échanges entre le public et les conférencières. Vous pourrez également prendre des tours de parole au micro à l'avant. Nous vous invitons à le faire de manière respectueuse et en respectant également les tours de parole. Si vous avez des besoins particuliers, s'il y a quoi que ce soit, si vous éprouvez un malaise ou vous voulez parler à quelqu'un, l'équipe du RECEF se fera un grand plaisir de vous accueillir. Il y a également une liste des ressources à la table d'accueil. Donc, la salle, à cet effet, également la salle des R200, la salle voisine d'ici, est une salle de repos prévue pour vous. Vous pourrez y avoir accès en tout temps. Finalement, les toilettes sont en sortant du local vers la droite. Il faut marcher quand même une bonne quantité de pas. Puis les sorties de secours bien visibles sont au-dessus de chacune des portes qui se trouvent ici. Alors, je cède la parole à Chantal. Merci. Je suis Chantal Maillé, la co-directrice du Réseau québécois en études féministes et j'aimerais donc vous adresser un mot de bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mes acolytes ont déjà passé pas mal d'informations, mais je vais revenir sur certains points. Alors, le Réseau québécois en études féministes, le RECEF, compte présentement plus de 400 membres et nous avons une subvention à la hauteur de 2,2 millions du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Nous en sommes bien heureuses parce que pendant longtemps, faire des études féministes, ça voulait dire le faire sur une base volontaire, le faire sans avoir accès aux autres ressources qui étaient disponibles pour les autres programmes. Donc, voilà. En fait, on a au RECEF un désir, un souhait d'être un lieu d'échange, mais également un lieu de transfert sous le signe de l'ouverture. Pour nous, c'est très important. Ouverture à la pluralité des perspectives féministes. Et également, on voit notre mission comme étant de favoriser la transmission intergénérationnelle du savoir féministe, d'appuyer la formation des étudiants et étudiantes et de favoriser le rayonnement
internationale de l'expertise québécoise en recherche féministe. Donc, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui parmi nous des gens qui ont fait un long voyage pour être ici, mais également bon nombre d'étudiants et étudiantes. En fait, on est très heureuse d'avoir ce mix de personnes en salle aujourd'hui. Et c'est aussi parce qu'au RECEF, on veut donner la parole à toutes les femmes qui nous a semblé essentiel d'organiser l'événement, donc Résiste, parce que c'est un événement où on va aborder les enjeux qui sont liés à la décolonisation et au territoire du point de vue des femmes. Donc, j'aimerais encore une fois remercier les panélistes, les animatrices. Un immense merci à chacune d'entre vous d'avoir accepté de partager votre expertise et votre point de vue sur ce thème qui nous rassemble aujourd'hui. Certaines d'entre vous quittent temporairement des territoires et des environnements en ébullition. Merci d'avoir fait le voyage pour venir vers nous partager votre savoir. J'aimerais également remercier Marie-André Roy, qui est juste là, qui est la co-directrice du RECEF et donc qui a mis à contribution sa longue expérience tout au long des conversations qu'on a eues au RECEF autour de l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Son expertise est, comme toujours, extrêmement précieuse. J'aimerais également dire un gros merci aux 5 formidables membres de l'équipe de travail du RECEF qui s'est investi entièrement dans l'organisation de cet événement, qui a mis beaucoup de cœur pour en assurer le succès. Et je les nomme donc Véronica Gomez, qui est la coordonnatrice du RECEF. Oui, bravo Véronica. Véronica a également assuré la fonction de responsable du programme pour cet événement. Donc, elle a contacté beaucoup de personnes pour que tout se tienne. Également, Anne-Julie Baudin, responsable des communications. Donc, qui a travaillé très fort pour qu'on ait la magnifique affiche du programme. Nous avons eu de longues discussions sur les différents tons de vert. Finalement, on a trouvé que c'était un vert territoire qui était vraiment parfait. Alors, on s'est rallié là-dessus. Également, Camsar de Rosier-Laforêt, notre agente à la logistique, qui a fait, elle aussi, un travail remarquable parce qu'il y a beaucoup de petits détails qu'il faut régler pour qu'un événement comme ça puisse se tenir. Et également, nos 2 autres membres, Laurie Gagnon-Bouchard, qui est agente à la gestion administrative à l'information, et Sophie Coulombe, agente au rayonnement, qui sont à la table d'entrée et qui assurent donc un travail important, celui de voir à ce que tout aille bien. Alors, je voudrais juste terminer en réitérant un principe important, c'est que lors de nos interventions, de nos échanges, c'est important de penser aux autres et donc de penser à ce qu'on va dire et d'essayer juste de se dire, mais en fait, est-ce que mes propos pourraient blesser une personne? Et en un mot, je dirais, bon, soyez pertinente, mais en même temps, soyez gentille. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être complaisante, mais simplement de passer nos propos à travers le filtre de est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en bout de ligne, va se sentir blessé par mes propos? Alors, je vous invite donc à mettre cette philosophie en pratique. Et là, je termine, c'est vrai. Je vais passer la parole à Leila Sélis, qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM. Et Leila va animer le premier panel sur les territoires en lutte. Et je la remercie très spécialement pour sa très, très généreuse contribution à l'organisation du colloque. Leila nous a donné des conseils à plusieurs moments. Elle a aussi été une personne ressource pour contacter d'autres personnes. Donc, Leila, merci beaucoup. Et à toi la parole. Merci. À mon tour de remercier cette magnifique équipe du RECEF, vraiment des femmes qui travaillent tout le temps à assurer plein d'activités, d'événements et des rencontres magnifiques comme celle d'aujourd'hui. Je vais présider un panel et je me disais tantôt ça va être un honneur. C'est la 2e fois cette année que je préside un panel avec des personnes magnifiques qui m'inspirent, que je respecte profondément. Et donc, c'est pour moi un honneur d'être à table avec ces personnes. On va avoir une 3e personne en ligne avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous à ce panel
résiste décolonisation, territoire et femmes. Et ce panel d'ouverture, en fait, s'appelle Territoire en lutte. La première présentation aujourd'hui pour cette panel va être c'est Marjolaine Etienne, présidente des femmes autochtones du Québec, qui va faire une communication titrée Femmes autochtones et territoire, une relation étroite. Donc, Madame Etienne est une femme inue de Mashtuyast, est actuellement présidente des femmes autochtones du Québec, qui est membre du conseil consultatif des administrateurs des fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les peuples autochtones. Consciente de la situation fragile et précaire des femmes, enfants et familles des premiers peuples, Madame Etienne s'est engagée à porter la voix des femmes et des filles autochtones au Québec afin de promouvoir et de défendre leurs droits, tout en les incitant à s'approprier de leur rôle de leader au sein de leur communauté. Madame Etienne possède une riche expérience professionnelle avec plus de 15 ans de vie politique, d'intervention et développement communautaire au sein de la Nation Unie. Madame Etienne est une pionnière dans la réalisation de différents projets pour les autochtones et non autochtones, toujours dans la visée de favoriser le rapprochement et le rayonnement du peuple. D'ailleurs, ces actions reposent sur le respect mutuel et la complicité de tous et de chacune. Merci et donc à vous la parole. Oui, ou si vous, comme vous voulez. Ok, je vais aller debout. Ok, parfait. Je préfère debout. Ça va. Oui. Et ce pourrait, dans le cadre de ma présentation, je puisse faire du coq à l'âne aussi également, là, tellement qu'on maîtrise le sujet, mais l'essentiel qui va en sortir effectivement de la relation aussi des femmes reliées avec les territoires ancestraux aussi également, c'est une relation très intrinsèque. Et vous allez voir effectivement qu'au cours de ma présentation, il y a cet aspect-là effectivement à sensibiliser et informer tant sur le plan au niveau de nos communautés autochtones que celle aussi au niveau des allochtones. Donc, je pourrais commencer par... je me demande qui va changer ou est-ce que c'est moi? OK. Bon, je vais essayer en espérant pour pas... Je vais par là. Ouais. OK, ça fonctionne. OK. Je pense que j'ai 20 minutes, hein? Oui, c'est bon. Ben, je voudrais prendre peut-être un petit mot pour vous parler de l'organisation. Je vais sauter l'introduction. L'Organisation Femmes autochtones du Québec a été fondée en 1974. Vous allez voir qu'en 2024, nous allons célébrer un 50e anniversaire de création de femmes autochtones du Québec, qui, au cours des 50 ans, je me transporte en 2024, a fait lutte effectivement en matière au niveau des femmes des Premières Nations, au niveau du Québec en matière d'égalité, de lutte aussi également contre l'injustice et aussi tout l'aspect en termes des enjeux et des réalités des femmes autochtones encore aujourd'hui sur la violence, les agressions sexuelles, violences conjugales. Donc, notre visée, effectivement, c'est de représenter, défendre les intérêts des femmes autochtones, de leur famille, de leur communauté au niveau du Québec. Autour de notre conseil d'administration, il y a effectivement 11 femmes provenant de différentes nations, donc nations au niveau du Québec. Là, vous voyez, là, on a mis une nouvelle carte là, qui est à jour, mais où on peut voir effectivement les nations qui sont représentées là, de femmes provenant de la nation Atikamekw, Algonquin, Anishinaabe, Abénaki, Cri, Huron-Wendat, Innu, Malécite, Mi'kmaq, Mohawk, Naskapi, ainsi que le milieu urbain. Donc, notre structure de femmes autochtones du Québec est composée de 11 femmes de différentes nations, ce qui fait une belle représentativité de femmes autour de femmes autochtones du Québec, ce qui est une première pour nous, aussi également parce qu'on représente l'ensemble des femmes où elles se situent dans leur communauté également.
Donc, Femmes autochtones a pour mission, effectivement, là, d'appuyer les efforts des femmes autochtones dans l'amélioration de leurs conditions de vie, soit par la promotion de la non-violence, de la justice, l'égalité des droits et à la santé. Donc, on soutient également les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté aussi également, par divers projets ou autres. On appuie également les femmes pour qu'elles puissent participer en grand nombre dans toutes les sphères de la société et aussi également un appui au développement à l'autonomie, le leadership, l'empowerment des femmes autochtones. Donc, juste pour vous citer un exemple dans le développement de l'autonomie et l'empowerment, c'est qu'au cours de l'an passé, en novembre dernier, on a pu créer un partenariat avec l'École dirigeante des Premières Nations de HEC, un tout premier programme qui a été co-créé pour offrir aux femmes des Premières Nations un cours en matière de leadership. Donc, c'est un programme qui a une durée d'une semaine, qui a fait une popularité parce qu'on s'est ramassé avec une liste d'attente de près de 70 femmes de différentes nations. Donc, on a un beau défi sur la table. Donc, le prochain programme est à venir, est en juin. Je voudrais vous mettre peut-être en contexte un peu là, par rapport au niveau sur les enjeux et réalités des femmes autochtones. C'est que avant la colonisation, nous vivions dans nos territoires, on le vit encore, peut-être différemment à ce moment-ci, mais les savoirs traditionnels, les cultures, les connaissances demeurent les mêmes. Nous étions effectivement dans une organisation structurelle organisée aussi également. Donc, les rôles entre les femmes et les hommes étaient en équilibre. Chez la population au niveau autochtone, on dit en égalité, mais pour nous, c'est l'équilibre. En fait, chacun avait ses propres rôles. Par exemple, où les femmes demeuraient, c'était avec les aînés, les enfants aussi. Et puis, les hommes partaient pour la chasse, donc dans des longues périodes aussi, là, presque 6 mois. Donc, les femmes étaient présentes, effectivement, dans le milieu où on vivait. Donc, près des enfants, près des aînés, près des gens. Donc, on sait effectivement que l'équilibre était présent par rapport à ce que je disais. Donc, chacun avait son rôle. Mais en ce qui concerne la venue de la colonisation, la venue aussi également là, de la mise en place du système de pensionnat, ces événements-là ont marqué l'histoire des femmes autochtones en matière de leur rôle et de leurs responsabilités. Donc, le pensionnat est venu effectivement heurter de plein fouet le rôle des femmes parce que lorsque les femmes étaient au pensionnat, elles ne pouvaient pas parler leur langue. Fallait apprendre l'anglais ou le français ou autre, là, mais je vais parler plus au niveau du Québec, mais il restait quand même qu'elles ont été heurtées. Et les impacts du pensionnat a aussi fait en sorte, effectivement, qu'au retour dans leur communauté et au sein de leur famille, il y avait des distances. Le fossé était creusé, donc elles partaient. Elles ont été envolées, je dirais, ou volées d'une certaine façon de leur famille pour de longues périodes, parfois, selon ma connaissance, puis quand je parle de ça, parce que je parle de ma mère aussi également à travers tout ça, c'est qu'elle est partie 7 ans dans un pensionnat qui se trouvait à Fort-Georges, à l'époque, on l'appelait comme ça, chez les Inuits. Donc, vous pouvez voir les distances entre Mashtoyas et les Inuits. C'était presque impossible pour ma mère et ses sœurs et ses frères d'avoir un retour après l'école ou un retour après la fin d'année scolaire. Ils n'avaient pas de retour. C'était pas compliqué. Donc, là-dessus, ça a eu un impact, je vous dirais. Puis, bon, là-dessus, c'est tout l'aspect où le rôle des femmes avait, hein, puis a encore, effectivement. Et c'est ça qu'il faut réveiller encore aujourd'hui, puis de faire beaucoup plus de sensibilisation. C'est effectivement de faire savoir que le rôle des femmes a effectivement une place importante, sinon une place prépondérante au niveau des communautés autochtones. Je précise ça parce qu'effectivement, c'est que je vais frôler à travers toute... je suis en train de faire du coq à l'âne, là, vous me voyez, là, mais c'est... L'essentiel que je dis lorsque je vous présente quelque chose, c'est parce qu'effectivement, elle va se refléter à travers mes tuiles qui va aller après. Mais il reste que quand même que ces rôles-là ont été heurtés. Et ça subit effectivement des conséquences, soit des impacts sociaux au sein individuels, hein, d'abord, aussi familial, mais aussi collectif.
Et puis aujourd'hui, les langues, qui est quelque chose d'important pour un peuple, pour une identité au niveau d'un peuple, effectivement, elles sont en train de se perdre. Il y a des communautés autochtones où il y a encore effectivement la langue, mais pour ma communauté, présentement, nous avons que 100 personnes à ce moment-ci dans une communauté qui représente près de 2000 personnes. Donc, 100 personnes qui parlent actuellement la langue. Aussi, aujourd'hui, ben, il y a un signal très urgent aussi à avoir, à tenir en compte. Et puis, là-dessus, bon, c'est au niveau de la langue, ben, comme je le disais, ça fait partie effectivement du rôle et de la transmission des savoirs culturels, y compris la langue. Bon, là, moi, je ne suis plus dans mes choses, mais bon. Je suis désolée, mais... Donc, au niveau de la colonisation, bon, il y a eu effectivement la perte du territoire. Puis ce que je veux faire, le lien avec le territoire, c'est que le lien intrinsèque que aussi les femmes, aussi les enfants et aussi les communautés autochtones, c'est parce que le lien qu'on a est tellement intime, on est tellement intimement liés que c'est dans nos territoires, effectivement, qui nous permet de pouvoir se retrouver, d'une certaine façon, se retrouver aussi également comme individu, comme famille, comme collectivité, parce que c'est dans ce secteur-là, dans ce territoire-là, où tout se passe. Le lien avec le territoire, qui est un lien pour les savoirs traditionnels, les savoirs culturels, la transmission, y compris la langue. Donc, c'est un milieu de vie extrêmement important pour nous. Puis pour les femmes, c'est que ce lien-là est aussi, puis c'est ça qu'il faut faire à ce moment-ci, de pouvoir faire en sorte que la place des femmes soit aussi à travers tous les sujets d'actualité. Puis là, je fais référence au changement climatique. C'est que, oui, effectivement, sur le territoire ancestral, il y a présentement, effectivement, du développement. Qui se fait. Que ce soit au niveau de l'aménagement de coupe de bois, que ce soit au niveau minier, que ce soit au niveau électrique. Puis en passant, je dois vous dire que je ne suis pas celle non plus qui est contre au développement, mais avant, il faut effectivement tenir en compte qu'il y a encore de la présence d'individus et de familles, de collectifs au sein du territoire. Ça, effectivement, pour avoir fait carrière pendant 15 ans de vie politique dans le domaine, effectivement, sur le développement de la communauté lié avec les grands promoteurs de projets. Donc, effectivement, j'ai dû imposer l'aspect de tenir en compte les familles où il y a un développement. Il y a des familles qui existent. Et il faut tenir compte, effectivement, de l'aspect culturel qui se retrouve au niveau sur nos territoires. Donc, là-dessus, c'était effectivement des choses où il faut garder aussi contact, consulter les familles aussi également de la possibilité d'un développement qui peut permettre à nos collectivités, dans nos communautés, de pouvoir peut-être former. Je parle de formation, je parle d'éducation, accès à l'emploi, intégration des entreprises, mariage des entreprises avec des allochtones et des autochtones. Donc, tout le côté du développement, il se fait. Parce que si on le fait pas, il va se faire pareil. Fait que, à quelque part, il y a comme on est comme soumis à un ultimatum, puis le meilleur moyen, c'est d'être dans le premier wagon que d'être dans le dernier wagon. En tout cas. Mais il reste que quand même que le lien où ce que les femmes aussi doivent être impliquées sur le territoire, c'est celui au niveau du changement climatique. Les femmes ont effectivement ce rôle-là de transmission, oui, au niveau de la langue et autres, mais il y a un élément important, effectivement, au niveau des femmes, qui est celui d'assurer la sécurité alimentaire. Sur le territoire, il y a un bon nombre j'appelle ça un garde-manger, là. C'est le frigidaire pour nous, pour les femmes, pour assurer effectivement une sécurité alimentaire pour nos enfants, pour la famille, pour les aînés aussi. Et puis bon, là-dessus, je trouve effectivement qu'il y a très peu de présence à ce moment-ci de femmes à s'intégrer dans les sujets de changement climatique. Donc, là-dessus, il va falloir effectivement que Femmes autochtones du Québec puissent, puis j'ai commencé déjà, je pense que ça fait un petit bout que je lance des messages. J'ai fait une présentation à la COP 15. Donc, je pars effectivement à la sensibilisation de pouvoir impliquer les femmes autochtones dans le changement climatique. Comme je disais, le garde-manger, la sécurité alimentaire qui est très important aussi. Il y a la pharmacie. Moi, j'appelle la pharmacie, je fais référence au plan médicinal. Donc, tous les savoirs culturels et entourant tout ça, c'est effectivement le rôle
et la responsabilité des femmes de veiller à. Et puis, tout ce qui est au niveau de la chasse de petits gibiers. Hein. Petit gibier, pour nous, fait référence effectivement sur la chasse aux perdrix, bon, tout ce qui est autour, autour de notre campement. Puis, les hommes, hein, c'est vraiment la grosse chasse, le gros gibier, l'orignal, et bon, le caribou, et puis tout le reste. Bon, c'est ça. Mais ça, il faut parcourir effectivement un bon nombre de kilomètres pour pouvoir avoir à abattre le gros gibier. Mais bon, là, j'essaie de vous situer un peu, là, de mettre la table, puis d'essayer de visualiser effectivement ce pourquoi la place des femmes autochtones est importante dans ces sujets-là, aussi également aujourd'hui, pour permettre effectivement de s'assurer de tenir en compte du garde-manger, de la pharmacie et puis tout le reste, parce que au niveau des hommes masculins autochtones, ils sont pas tous comme ça en passant, là, mais il reste que quand même qu'il y en a, hein, comme dans toute chose, il y en a. Il reste que quand même qu'il y a des visées sur le plan politique aussi également sur le développement. Hein, il y a certaines communautés autochtones, les Atikamekw, les Inuits, ont des visées sur les territoires pour le développement. Pour les motifs, les raisons que je vous ai mentionnées, former la relève, donner accès à l'emploi, créer des maillages en tout cas, il y a un côté de développement de ce côté-là. Donc, au niveau du développement, c'est qu'effectivement, il y a une place au niveau de la femme qui doit être présente pour sauvegarder, effectivement, tout l'aspect des plantes médicinales et, bon, au niveau sur la cueillette de petits fruits et tout le reste. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des façons de faire qui ont dû probablement changer en cours de route. C'est tout l'aspect de l'aménagement de coupe de bois, qui avant se faisait une coupe à blanc, là, on arrachait tout, mais à ce moment-là, la présence des femmes était pas là. Tu sais, fait que quand il y avait un promoteur qui allait, bon, sur le territoire, ben, quand il arrachait la plante, ben, il l'arrachait pour de bon. Il n'y avait plus de repousse. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il faut faire en sorte que la femme a un rôle à jouer aussi également là-dessus, pour veiller et s'assurer, effectivement, que la cueillette de petits fruits, qui assure une sécurité alimentaire pour les nôtres, ben, soit aussi sauvegardée. Donc, il y a peut-être des façons, effectivement, de pouvoir veiller à tout ça sans toutefois arracher tout, là, quelque part. Bon, ça, c'est une chose. Et c'est pourquoi, effectivement, que l'aspect des savoirs traditionnels, y compris la langue, le rôle, doit effectivement faire en sorte, à mon avis, être reconnu. Parce que tout ce qui est en termes de reconnaissance du rôle, à ce moment-ci, peut-être pas toutes les communautés, mais elle n'est pas reconnue. Donc, il y a un mouvement aussi de femmes, de mobilisation de femmes autochtones qui devra effectivement aussi être en route, hein, pour faire en sorte de pouvoir mentionner haut et fort que la reconnaissance des femmes dans le développement ou autre est importante. Donc, moi, je peux faire mon boulot, mais je ne peux pas le faire tout seul. Donc, effectivement, c'est pourquoi les femmes autochtones, à ce moment-ci, qui sont au conseil d'administration, ont aussi cette visée-là. Quand je disais tantôt l'empowerment et le leadership des femmes, bien, les femmes de différentes nations, de fait, du conseil d'administration, bien, l'enlignement est donné. Donc, l'enlignement, pour moi, effectivement, c'est m'orienter là-dessus. C'est pourquoi, effectivement, on commence à ce que les femmes puissent être formées, outillées, réseautées, mais en dessous de ça, je le dis pas haut et fort, on va le dire entre femmes, si les hommes peuvent se boucher les oreilles, non. C'est qu'il y a l'aspect, effectivement, que les femmes puissent aussi prendre leur place dans les sphères décisionnelles. Que ce soit sur un conseil d'administration, que ce soit en politique, faut outiller, former et réseauter les femmes autochtones pour qu'elles puissent faire partie là où les décisions se prennent. Parce que quand on n'est pas là, hein, les décisions se prennent sans nous, et puis des fois, ils peuvent effectivement manquer des éléments importants par rapport au niveau de la prise de décision. Donc, là, vous allez voir, là, je parlais de changement climatique, tout ça, au niveau le lien avec les femmes.
Et puis, bon, les femmes autochtones et les territoires, l'identité culturelle qui est pour nous important aussi, qui existe, qui existait puis qui existe encore aujourd'hui. Puis l'enjeu, effectivement, c'est le perpétuer, de le maintenir. C'est là le défi. L'enjeu aussi également. Donc, là-dessus, je vais juste me resituer, me recentrer, là, parce que je suis allée du coq à l'âne, là, puis quand je parle, c'est tout l'aspect Bon, c'est ça. Au niveau des impacts des droits des femmes autochtones, je vous parlais de la non-reconnaissance à ce moment-ci. Donc, il faut effectivement emboîter le pas pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance des femmes autochtones en matière des savoirs, la transmission culturelle et de nos langues. Donc, bon, ça semblerait que je suis rendue à la fin, ça doit faire 20 minutes. Ah oui, je suis arrivée pile. Mais en fait, si en conclusion, par rapport au niveau de tout ce que j'ai apporté, c'est vraiment les éléments essentiels sur le rôle des femmes, la reconnaissance des femmes qu'elles doivent jouer, être impliquées, engagées aussi également, faire partie prenante au niveau des décisions aussi également, là où les décisions se prennent, s'assurer effectivement que les femmes autochtones soient outillées, formées, réseautées, soient aussi sensibilisées, informées par rapport au niveau des sujets d'actualité, comme par exemple le changement climatique. Et puis, l'autre aspect, c'est toujours effectivement de s'assurer pour qu'il y ait un avenir meilleur pour nos jeunes. La transmission des savoirs culturels, si on ne les transmet pas, si on n'a pas les outils aussi nécessaires pour pouvoir transmettre tout ce qu'on a comme rôle et responsabilité, je crains effectivement pour la jeunesse autochtone aussi également, je ne dis pas demain matin, là, mais à long terme, qu'il y ait effectivement là, un fossé dans tout ça. Puis quand on parle de perte culturelle, je ne veux pas arriver à là non plus, parce que chaque organisation a un effort, effectivement, et doit effectivement être engagée aussi à ne pas perdre les savoirs traditionnels, parce que le lien que les femmes ont aussi au niveau sur le territoire, comme les hommes autochtones aussi ont un lien sur le territoire, peut-être différent, mais on se rejoint quand même, comme je disais, en équilibre. Bien, ça, c'est important, effectivement, pour assurer une continuité de nos savoirs culturels et de la langue pour nos jeunes d'aujourd'hui puis nos jeunes de demain. Parce que nous, une fois partis, c'est eux qui vont être là demain, là aussi également. C'est eux qui vont s'assurer, effectivement. Puis je souhaite, effectivement, que les jeunes puissent aussi venir à nous, d'aller consulter les aînés, d'aller vers les aînés, d'en apprendre davantage pour que leur identité soit encore plus forte, plus meilleure aussi également, puis qu'ils soient plus fiers, effectivement, de qui nous sommes aussi également, parce que c'est quand tu as une fierté, puis de savoir, effectivement, tu viens d'une nation, moi de la nation Innu, et j'en suis fière, parce que je le dis, puis que, effectivement, de tous les savoirs traditionnels aussi que ma mère a pu me montrer, puis que parfois, à l'époque, n'a pas voulu me montrer parce que les impacts du pensionnat avaient vraiment heurté ma mère de plein fouet. Donc, elle a eu peur, effectivement, de vouloir me transmettre tout ça pour que je ne puisse pas vivre ce qu'elle a vécu. Donc, il y a eu une cassure à l'époque par rapport au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau qui a touché les femmes, aussi, les hommes aussi également. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas été touchés, ceux qui ont fréquenté le pensionnat, mais il reste quand même que le rôle des femmes a été heurté de plein fouet. Et c'est là le défi aussi également pour nous de pouvoir redresser tout ça. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut effectivement avoir des partenaires. Il faut en parler, il faut sensibiliser le plus grand nombre de gens. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis là-dessus, il faut amener aussi les femmes, en tout cas pour nous, au niveau du conseil d'administration, d'être aussi des ambassadrices dans leur communauté pour en discuter, pour en parler, pour qu'elles soient aussi plus fortes. Mais pour être encore plus forte, à mon avis, il faut avoir des outils, il faut être réseauté, et il faut être formé, il faut ça. Mais bon, fait que finalement, je pense que je suis allée rondement, mais l'esprit de ma présentation est vraiment celle que je voulais mentionner là, par mes paroles. Donc, je vous remercie beaucoup.
si, y a-t-il des questions? Je pense qu'on va prendre les questions après? à C'est la bon, fin parfait. du panel, c'est mieux? Merci énormément de cette présentation. Juste 2 mots avant de passer à la présentation suivante. Il y a plusieurs sujets qu'on on a touché en fait avec cette présentation de Marjolaine Etienne. Peut-être juste revenir sur un élément parce qu'à travers la diversité qui existe sur l'approche et la défense du territoire en lien avec les développements, il y a un élément qui est commun pour les différents peuples autochtones à travers les Amériques, mais au-delà des peuples autochtones, pour les communautés qui restent ancrées au territoire, c'est le fait que le développement n'est pas un choix pour ces populations et qu'elles doivent faire face à ces développements à partir des différentes stratégies, formes de lutte, d'organisation, parfois en l'intégrant. On a parlé souvent dans l'université des résistances subalternes. Les subalternes sont ceux qui ont les moins des choix de la résistance ouverte d'opposition radicale et donc parfois en intégrant ces politiques de développement pour pouvoir aussi éventuellement pour certaines les subvertir. Donc merci énormément aussi de mettre l'accent sur les rôles importants de donner du pouvoir aux femmes et aux jeunes pour la défense du présent mais aussi du futur. Et ça c'est autant vrai pour les peuples autochtones que pour le reste, pour nous tous et toutes. Donc merci énormément encore une fois de cette présentation Marjolaine. Sur cela, je vais passer la parole à Laura Fontaine. Laura Fontaine est militante INU de Maluten et étudiante en études autochtones. Elle va faire une présentation qui s'intitule « Protection du territoire en tant qu'expression de l'identité culturelle et spirituelle des Inuits ». Quelques mots sur Laura. C'est une personne très fière d'être Innu de la communauté de Maluten. Elle est aussi présentement au programme d'études autochtones de l'Université Laval. Y étant attachée à sa culture et à son identité Inuit et reconnaissant la place importante du territoire dans celle-ci, elle s'implique depuis quelques années pour la protection du territoire et de l'eau. Merci énormément, Laura. Tu as la parole. Il y a un PowerPoint? Il y a un PowerPoint? Mes micro, marche-tu? OK. Gadroun. Je vais vous présenter le film que moi et ma cousine on a fait en 2021. Puis c'est sur comment on se réapproprie notre identité culturelle à travers les expéditions en portage qu'on fait sur le territoire. Fait que je pense que c'est... ça revient comme à l'essentiel de comme marcher sur le territoire pour le protéger. C'est signifier notre présence puis que ce territoire est occupé. Fait que c'est ça, on va présenter le film en premier. Merci. OK. Vas-tu savoir le PowerPoint? Ah ouais, OK. Oui, moi, je vais vous parler de comment la proximité que j'ai eue avec la culture, il m'a amené à défendre le territoire aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ça, c'est une image que j'ai prise à Mouchonipi en 2021. C'est ça. OK. Ah ouais? OK, c'est des flèches. Ouais. OK. C'est ça. Moi, la culture Innu, ça a toujours fait partie de ma vie. Mes parents, ils ont vraiment pris... Oh, j'ai pesé... OK. Est-ce que j'ai pesé sur quelque chose? C'est, on dirait un cadenas, genre. C'est correct? Attends. OK, excuse. OK, bon. C'est ça. J'ai tout le temps vu mes parents, ma mère recevoir des patients chez nous parce qu'elle fait de la médecine traditionnelle. Fait que, il y a tout le temps du monde qui rentre à n'importe quelle heure chez nous quand ils ont besoin de se faire guérir. Fait que, la porte est toujours ouverte chez nous. Fait que les valeurs communautaires, les valeurs Innu, c'est ça que nos parents nous ont aussi légué à travers la culture qui sont pratiquées à la maison. Puis
Mon père aussi, ben, il chassait beaucoup le caribou avant, parce qu'aujourd'hui, ben, on n'a plus le droit, ou comme c'est réglementé. Fait que c'est ça, j'ai vraiment eu j'ai une enfance privilégiée, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, puis comme je reconnais vraiment ma chance. Puis, tu sais, il y en a des fois qui disent ouais, moi, quand j'étais jeune, j'avais honte d'être Inou ou des trucs de même, mais moi, genre, j'ai tout le temps été proche de ma culture, que ça a tout le temps été une fierté, genre, du plus loin que je me souvienne. Fait que, mais c'est ça, là, je trouve ça important d'être proche de sa culture. Je trouve que ça m'a beaucoup amené à être aussi fière d'être Inou depuis que je suis jeune, là. Fait que ça, la photo à gauche, c'est en 2011. Mes parents nous avaient amenés dans le bois pendant 3-4 mois, de septembre à décembre. Puis, ben c'est ça, ils voulaient qu'on vive le territoire, ils voulaient qu'on vive un peu comme la façon que nos ancêtres vivaient. Fait que c'était 4 mois dans le territoire, quelque part entre Sept-Îles puis Schefferville. Fait que, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Labrador. Puis, ben c'est ça, on a passé 4 mois dans le territoire ancestral à mon père, puis c'était 4 mois d'école à la maison, ben à la maison, dans la tente. Fait que on avait quand même des devoirs à faire, puis tu sais, quand on est revenu, on était bien correct à l'école. Tu sais, on n'a pas doublé notre année parce qu'on a passé 4 mois dans le territoire. Fait que je trouve que ça démontre quand même que, ben, ça se fait, là, comme vivre dans le territoire puis pouvoir réussir à l'école pareil. Fait que, ben, c'est ça. Ça, c'est des photos du territoire. Justement, la photo en haut à gauche, non, à droite, c'est moi, mon grand-père puis mon petit frère. Justement, en 2011, mon grand-père était descendu, je pense, un mois avec nous autres. Fait que ça nous a permis de passer du temps avec lui. Puis, ben c'est ça. T'sais, on l'a pas beaucoup côtoyé parce qu'il venait de Schefferville, mais comme c'était le fun, c'est le fun d'avoir ces souvenirs-là avec mon grand-père. OK. Moi, j'ai fait ma première expédition de portage en 2021. La première expédition, c'était environ 20 jours. On est parti au site des Perches. Puis, c'était un projet de recherche. On est parti avec des anthropologues puis un archéologue. Fait que ça s'est vraiment bien passé. C'est plus la deuxième expédition. Quand je suis partie, c'était peut-être un mois après. Je suis partie environ 8-9 jours. Même trajet, mais avec des jeunes. Puis le retour de ce trajet-là, c'était le retour à l'école, au cégep. Puis je me souviens que quand on allait embarquer le train, ben comme je suis embarquée, puis c'est genre le stress qui m'a envahi, genre de retourner à l'école. Puis ben c'est ça, j'avais pas envie de retourner à l'école parce que c'était stressant. Puis comme, tu sais, j'étais tellement bien dans le territoire, puis comme, tu sais, on dirait que c'était la première fois que je me sentais aussi connectée, ou genre aussi comme ancrée, genre plus juste vivante, genre on dirait que c'est pas une vie ici, là, genre à l'école ou genre au travail. Ben c'est ça, fait que je suis revenue, puis je suis retournée à l'école, au cégep, puis genre, j'ai fini ma session, mais tout le long, genre, moi, mes parents étaient partis dans le bois avec mon petit frère pendant un mois encore, puis j'avais juste envie d'aller les rejoindre, puis genre, c'était comme, si je lâche ma session, mais genre, comme, ma quota va être affectée, nanana, fait que comme, je me suis beaucoup mis à consommer, puis genre, ben, juste à boire, mais comme intense, puis c'est vraiment là que, genre, j'ai ressenti comment le territoire, il était important, puis comme comment que
ma relation avec le territoire, c'est vraiment profond. Puis de voir comment qu'on la détruit aujourd'hui, mais comme ça vient me chercher autant. Ça vient me chercher autant. Fait ok, désolée. Merci. Ok. Fait que, ben c'est ça, finalement, j'ai fini ma session, puis avec des bonnes notes, mais genre, après ça, ben, après avoir fini ma session, ben, c'était comme ma dépression qui commençait, puis je savais pas c'était quoi, genre, je savais pas pourquoi je me sentais de même. Fait que, ben, finalement, ben, j'étais allée chercher de l'aide, puis là, ça va mieux aujourd'hui, mais comme, tu sais, je ressens encore l'appel du territoire, puis je sens comment que je serais bien, genre, si je pouvais, comme, au moins avoir un équilibre, genre, je sais pas, là. Fait que, c'est ça. OK. Puis, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, quand je suis en portage, genre, je me sens vraiment bien, tu sais. Genre, mes premiers jours, comme je trouvais ça vraiment difficile. Mais là, à chaque fois que j'y retourne, comme porter les sacs de portage, genre, on dirait que c'est rien, comme on dirait que c'est comme naturel, puis tu marches, puis comme on dirait que t'es fait pour faire ça, genre. Fait que c'est vraiment comme, on dirait que je me sens vraiment libre, même si comme ça peut être lourd, puis des fois ça peut être comme fatigant, puis dans le pluie avec les mouches. Mais en même temps, comme je, je sens que le bien-être que ça me fait, mais comme ça guérit, comme ça me guérit, mais aussi ça guérit mes grands-parents qui ont été empêchés d'aller en territoire, eux autres, quand ils étaient jeunes, parce qu'il fallait qu'ils aillent au pensionnat. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment un processus de guérison que je fais avec moi-même, mais aussi avec mes ancêtres. Là. Fait que... okay. Ça, c'est des photos de ma première expédition. Puis la photo du coucher de soleil, c'est au lac Metunpi. Puis ça, c'est le lac des... non, c'est pas un lac. Oui, c'est un lac des Perches. Enfin, c'est la rivière. Puis la rivière, il arrive comme échange de bassin versant. Fait qu'il arrive sur un plateau. Fait que quand t'arrives là, comme ça arrive sur un plateau. Genre, il n'y a plus de il y a plus de courant, là, mettons. Fait que nos ancêtres, quand ils arrivaient là, ils n'avaient plus besoin de leurs perches là, qui traînaient pour remonter les rivières. Fait qu'il est planté dans le fond. Puis, mais c'est ça, aujourd'hui, qu'on y va, on peut encore les voir, on peut les observer. Puis, c'est vraiment comme... C'est vraiment intense comme, genre, de pouvoir voir comme de sentir leur présence, puis aussi de pouvoir l'observer, genre. Fait que c'est ça. Depuis environ 5 ans, il y a des jeunes qui partent à chaque été pour se rendre là. Puis, tu sais, à chaque année, c'est environ 10 jeunes qui peuvent vivre ça, qui guérissent à travers de ça, puis qui occupent le territoire, puis qui le protègent sans peut-être en prendre conscience. Fait que je trouve ça vraiment beau comme projet, puis j'espère que toutes les communautés vont avoir... que toutes les communautés puissent avoir d'aussi beaux projets comme ça. Ça, c'est ma cousine puis moi au lac Metunpi encore. Puis c'est avec elle on a fait le film, dans le fond. Puis ma première expédition, c'était avec elle. Puis depuis ce temps-là, on est devenus vraiment proches. Puis on s'implique pour la protection du territoire, de notre culture, de notre identité. Puis
Ben, c'est ça, je trouve ça vraiment important. Ben, je suis vraiment contente de l'avoir à mes côtés. Comme, tu sais, on se soutient là-dedans parce que c'est pas facile comme lutte. Puis, ben, au contraire, je trouve ça vraiment difficile. Puis, genre, c'est ça, je trouve ça important d'être entouré de gens avec qui on a les mêmes aspirations parce que je trouve sinon ça serait comme décourageant un peu. C'est comme ma sœur, là. Okay. À gauche, c'est mon père qui est en train de faire sa première paire de raquettes. Puis il est vraiment autodidacte, fait qu'il a vraiment comme... Il a comme appris de lui-même en regardant d'autres paires de raquettes, mettons à ses grands-parents, puis des vidéos qu'il a peut-être pu voir sur YouTube, genre. Fait que... Ben c'est ça. Il a fini sa première paire de raquettes. C'était en 2021. Fait que, ben, c'était pour moi, dans le fond. Puis, ben, je trouve ça full significatif parce que, ben, des raquettes, c'est te donner accès au territoire, tu sais, parce que si nos ancêtres n'avaient pas de raquettes, on n'aurait jamais pu parcourir le territoire, puis c'est comme un symbole de survie, là, genre, fait que c'est ça. Ah, j'ai fini. Merci. Wow! Donc, merci vraiment, Laura, pour ce témoignage très touchant, pour ces magnifiques vidéos, pour ces photos qui sont à couper le souffle. Donc, on peut ajouter sans aucun risque que Laura, c'est aussi une artiste, hein, après tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, merci de nous avoir partagé cette histoire de vie, cette histoire de famille, mais aussi de nous avoir partagé cette culture de ta communauté, ta famille, à partir de ces différents éléments. Mais merci aussi, surtout, du courage d'avoir raconté de ce que tu vis, de ce que tu ressens, et de nous avoir, par ces témoignages, amené aussi à voir la différence de vécu. Je vais attirer l'attention sur un élément de sa présentation, c'est que Laura nous a dit qu'elle a considéré quelque part un privilège de pouvoir être fière d'être membre de sa nation. Ça devrait être un droit, ça ne devrait pas être vu comme un privilège. Donc, c'est vu comme un privilège parce que c'est quand même très récent que les personnes membres des communautés des peuples autochtones peuvent revendiquer sans trop être en danger, tout en étant toujours en danger, cette appartenance communautaire, cette identité sociale, politique, culturelle, etc. Je vais dire quelques mots sur Marilyn. Donc, d'abord, elle voulait être avec nous. C'était en personne d'abord. Ça a beaucoup de problèmes aussi au niveau des papiers. Encore, on va passer sur ça. Et comme je disais, Marilyn a eu une urgence hier qui l'a obligée à se déplacer. Et en prévision, elle ne savait pas si elle allait avoir ou pas accès à Internet à cet endroit. Donc, elle nous a fait un petit enregistrement de toute urgence hier soir. Que c'est ça qu'on va visionner. Et quelques mots sur elle. Marilyn Serna est une dirigeante paysan et leader du mouvement social colombien. Elle a passé une grande partie de sa vie à défendre des droits territoriaux et des droits du mouvement paysan et plus largement du mouvement agraire en Colombie. Donc, le mouvement agraire comprend dans les langages colombiens les mouvements paysans, les mouvements autochtones et les mouvements afrodescendants. Donc, sa lutte dans ces différents mouvements a été pour la construction des formes d'économie centrées sur l'existence des communautés et donc contre les grands capitales colombiennes et transnationales. Elle a participé à construire et à